You're nothing, Jon Snow. Got a theory, could be Barney's. You never say thank you. That's what the money is for! Winter is coming. The danger. I am the one who knocks. I think that I may be the voice of my generation. Suit up! Bonjour tout le monde et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique et analyse vos séries préférées. Je m'appelle Anaïs Bordage et à mes côtés se trouve ma gambou, Marie Telling. Salut Marie. Oh, salut Anaïs. Aujourd'hui, on parle de ce qui serait à ce jour la série la plus regardée de l'histoire de Netflix, Squid Game. Ce programme très violent et hautement addictif nous vient de Corée du Sud et suit un groupe de personnages surendettés qui s'affrontent pour tenter de remporter une énorme somme d'argent. Alors que vaut la série et comment expliquer son succès phénoménal, on en parle dans cet épisode. Mais avant ça, le pic de la semaine. Marie, c'est quoi ton pic cette semaine ? Mon pic cette semaine, c'est que j'ai commencé à regarder Seinfeld depuis le début. J'avais vu pas mal d'épisodes parce qu'elle est syndiquée aux États-Unis, c'est-à-dire qu'elle est sur plein de chaînes américaines. Donc, quand tu allumes la télé l'après-midi, tu tombes toujours sur Seinfeld ou Friends. Donc, au fil des années, j'ai vu quand même beaucoup d'épisodes, mais jamais dans l'ordre et jamais en y prêtant beaucoup attention. Ceux qui écoutent le podcast depuis longtemps et qui ont écouté Ami savent à quel point j'aime les sitcoms et à quel point j'aime les séries comiques. Et vraiment, là, j'ai trouvé une nouvelle... Enfin, c'est pas vraiment nouveau du tout parce que ça date d'il y a très longtemps, mais une nouvelle série dans laquelle me plonger. Et ça a fait extrêmement plaisir de redécouvrir ça. Et je dois avouer, là, je suis dans la 3e saison. Je vais bientôt attaquer la 4e. Ah oui. Et ça monte en puissance. C'est de plus en plus drôle. Et George Constanza est absolument incroyable. Donc, c'est un vrai bonheur. Voilà. Et d'ailleurs, on en parlera dans une prochaine saison de PIC TV. Et toi, Anaïs, c'est quoi ton pic ? Mon pic, c'est que j'ai appris, grâce à toi, que Jodie Balfour, qui est une actrice qui joue dans For All Mankind, est en couple avec Abby Jacobson de Broad City. Et je savais pas. Elles viennent de faire leur annonce. Enfin, je pense que si tu les suis un peu fidèlement sur Instagram, je pense qu'il y a des gens qui avaient noté qu'elles étaient très proches. Des petits signes. Voilà, mais elles viennent de faire leur annonce chacune pour leur 1 an. Et vraiment, je trouve que c'est un couple assez stylé et ça me donne une occasion de vous rappeler de regarder For All Mankind, qui est une série diffusée sur Apple TV+, qui est vraiment super. Ça parle de la conquête de l'espace, mais avec un angle historique un peu différent de ce qui s'est vraiment passé dans la vraie vie. Et Jodie Balfour joue une astronaute lesbienne. Vraiment, c'est une série que je trouve assez sous-estimée, dont on ne parle pas beaucoup. Donc, si vous avez l'occasion, regardez For All Mankind. C'est une des meilleures séries, selon moi, de ces dernières années. Et d'ailleurs, Anaïs, tu avais écrit un papier sur la série pour Slate. Et si vous voulez le lire, le lien sera dans la description du podcast. Cette semaine, on parle d'une série qui, pour le coup, est très, très regardée. C'est Squid Game, le dernier phénomène de Netflix. D'ailleurs, Netflix a carrément annoncé que c'était la série la plus regardée de l'histoire de la plateforme. Alors, Marie, est-ce que tu peux nous résumer rapidement de quoi ça parle ? Alors, Squid Game, c'est une série coréenne. Le principe de base, c'est des gens, comme tu l'as dit dans l'introduction, surendettés qui participent à un jeu où ils doivent s'entretuer pour remporter une cagnotte. Et plus les gens meurent, plus la cagnotte augmente. Et les jeux auxquels ils jouent sont des jeux qui sont inspirés de jeux enfantins. Donc dans le premier épisode, c'est 1, 2, 3 soleil. Et après, il y a d'autres jeux qui sont des jeux plutôt coréens, mais qui sont tous des jeux de l'enfance, en fait. À un moment, ils jouent aux billes aussi. Sauf que les enjeux sont bien plus élevé que quand on avait 8 ans dans la cour de récré. C'est ça. Vu qu'après, ils se font flinguer s'ils perdent. Donc, c'est un peu un battle royale, mais version avec des adultes, mais avec des jeux d'enfants. Bien dit. Ouais, et ce qui est assez fou avec cette série, c'est que elle a totalement explosé grâce au bouche à oreille. Moi, j'en avais pas entendu parler à la base. Enfin, en tout cas, j'avais pas vu de marketing qui annonçait que cette série allait sortir ou quoi que ce soit. Elle a été mise en home de Netflix, ce qui généralement permet aussi quand même aux séries d'exploser. Et petit à petit, vraiment, ça s'est fait sur plusieurs semaines. Mais pour moi, ça a été un effet assez fulgurant en quelques jours où le lundi, j'avais jamais entendu parler de Squid Game. J'avais vu juste vite fait l'image d'illustration sur Netflix. Et le jeudi, ma mère m'écrivait pour me dire « T'as vu Squid Game ? C'est bien. Est-ce qu'il faut que je regarde Squid Game ?» Et tout le monde parlait de Squid Game sur Internet. Et j'étais « Ah bon, bah ok, je vais regarder Squid Game. » Et vraiment, il y a eu une explosion totale et on a fini par se dire « Bon, bah il faut le regarder puisque tout le monde en parle. »
Enfin, moi, j'ai fini par me dire ça quand on m'a dit qu'il fallait faire un épisode du podcast dessus parce que j'espérais éviter de la regarder vu le pitch qui ne m'attirait pas du tout. Mais oui, ça a explosé au bout de 2 semaines, je pense, après sa sortie sur Netflix. Mais d'un coup, c'est vrai que du jour au lendemain, j'avais l'impression que sur Twitter, il n'y avait que des blagues sur Squid Game, que des mèmes sur la série aussi. Ce qui est assez fascinant, c'est qu'en fait, Netflix a tendance à pousser des grosses productions, genre ses partenariats avec Ryan Murphy ou avec Shonda Rhimes. Et c'est souvent d'autres séries qui sont plus anonymes qui vont exploser grâce au bouche à oreille et qui vont être les vrais succès de Netflix. Je pense au Jeu de la Dame l'an dernier qui n'avait pas eu une grosse campagne de promo de la part de la plateforme et qui a pris une ampleur complètement folle grâce au bouche à oreille. Il y a aussi eu Lupin plus récemment. Il y avait Unbelievable aussi. Oui. C'est des séries qui sortent un peu de nulle part, ou en tout cas, on savait qu'elles étaient en production, on les voit sortir, mais elles n'ont pas du tout été promues à la même hauteur, effectivement, que d'autres grosses séries de Netflix. Et au final, c'est celle-là qui gagne en popularité, peut-être justement parce que les vrais gens nous disent qu'il faut la regarder plutôt que... C'est ça que je trouve assez fascinant et en même temps un peu réconfortant aussi. On a l'impression qu'il y a une approche un peu cynique de la production de séries par Netflix où il y en a énormément, ça répète des recettes. Enfin, on a l'impression qu'on est, on dirait des oies qui sont gavées pour... Et là, parfois, il y a des séries comme ça et c'est les plus gros succès qui, justement, prennent de l'ampleur de façon complètement organique et on se dit que ça fonctionne encore, en fait. C'est basé sur le goût des gens, est-ce que les gens regardent vraiment et pas ce que la plateforme veut nous donner et veut voir fructifier, quoi. Alors, ce que le succès de Squid Game signifie par rapport à la stratégie de Netflix, on va y revenir, mais déjà, il faut se demander, est-ce que la série est bien ? Est-ce que toi, t'as aimé la série ou pas ? Oui, j'ai des critiques sur la série, mais c'est vrai que, comme je l'ai dit, j'avais aucune envie de le regarder. Mais vraiment, s'il n'y avait pas eu cet épisode du podcast, je n'aurais même pas tenté le premier épisode. Parce que moi, l'idée de voir des gens s'entretuer dans un jeu avec des couleurs pop, ça me parle, mais pas du tout. Et en fait, dès le premier épisode, j'ai été assez happée. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la série, en fait. J'ai trouvé que c'était bien écrit, à part quelques éléments dont on va parler. J'ai trouvé que les personnages étaient très attachants et qu'il y avait un suspense, que ça fonctionnait bien, en fait. Le côté challenge, le côté jeu, on s'accroche assez vite. Franchement, c'est très efficace. Après, je pense pas que ce soit aussi profond que ce que certaines personnes ont l'air de penser, mais c'est très, très efficace. T'en as pensé quoi, toi ? Je pense que c'est pour ça que ça a bien fonctionné aussi. C'est-à-dire que si la série était vraiment merdique, elle n'aurait pas eu le succès phénoménal qu'elle a, même si, voilà, c'est aussi la manière dont Netflix fonctionne, etc. Mais il y a une vraie qualité dans l'écriture. Il y a des cliffhangers quasiment à chaque épisode. On a vraiment envie de voir la suite. C'est addictif. C'est généralement ce genre de série aussi qui fonctionne très bien sur Netflix parce que leur modèle de visionnage, c'est le modèle de binge. Et c'est pas une série que j'aurais suivie sur 3 mois, par exemple. Mais par contre, la suivre sur 4 jours, c'était pas trop mal. Ce que je trouve bien, moi, dans la série, c'est que, pour le coup, c'est un genre qui me parle un petit peu plus, même si, comme toi, au moment où je l'ai regardé, c'était pas vraiment quelque chose que j'avais envie de regarder. J'ai pas envie de regarder des jeux de massacre, mais j'aime beaucoup le genre de l'horreur et j'étais assez attirée par le concept de base. C'est un concept qui est hyper populaire, qu'on a déjà vu dans plein de séries et de films horrifiques. T'as parlé de Battle Royale, il y a eu Cube. Il y a eu Hunger Games aussi. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est assez populaire et donc je comprends pourquoi il y a eu un tel phénomène autour, parce que c'est un univers auquel les gens répondent bien de manière générale, le jeu de massacre. Ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'ils twistent légèrement ce concept-là et donc ils ajoutent quelque chose qu'on n'avait pas forcément déjà vu ailleurs. Un des trucs les plus intéressants qui se produit très tôt dans la série, c'est qu'en fait, on comprend que les joueurs ont le choix de ne pas jouer s'ils ne veulent pas jouer et s'ils décident d'arrêter de s'entre-massacrer parce que c'est vraiment horrible. Et ils votent tous finalement pour revenir. Donc en fait, il y a vraiment cette notion de choix qu'on trouve pas souvent dans ce genre de fiction où en fait les gens sont prisonniers et ils n'ont pas d'autre choix que de s'entretuer pour être libérés. Là en fait, on leur demande de voter et de dire est-ce que vous voulez vous entretuer pour gagner de l'argent ou pas. Il se trouve qu'il y en a beaucoup qui préfèrent s'entretuer pour gagner de l'argent que juste de vivre leur vie de personne surendettée. Et ça, c'est quand même un concept assez fou. Vous tous ici présents, vivez sur le fil du rasoir avec des dettes que vous ne pourrez jamais rembourser. Si vous ne souhaitez pas participer, merci de nous en informer maintenant. 1, 2, 3, soleil. Comme le jeu auquel on jouait quand on était gamin. Après, le choix a ses limites. Je pense aussi qu'à un moment, ils sont tellement engagés dans le jeu
qu'il n'y a plus de retour en arrière. Quand il y a déjà plein de gens qui sont morts dans le jeu autour, tu te dis autant aller jusqu'au bout. Enfin, c'est un peu la psychologie des personnages dans la série, en tout cas. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que ce twist-là de dire très tôt dans la série, en fait, vous savez quoi, on peut tout arrêter dès maintenant. Et on choisit de ne pas le faire. Je trouve que c'est très malin. Ça rajoute un peu de complexité dans l'écriture de ce genre de jeu de massacre qu'on a déjà vu ailleurs. Et l'autre chose qui est très bien faite, c'est qu'on passe beaucoup de temps à développer les personnages. Tu l'as dit, ils sont très attachants. Et notamment dans le pilote dure 1 heure. Et on passe plus d'1 demi-heure juste sur la vie quotidienne du héros avant que le jeu commence. On n'est pas tout de suite plongé dans cet univers un peu pop avec des couleurs pastel et où voilà, tout de suite on commence à se massacrer, ce qui est généralement aussi le cas dans beaucoup de films d'horreur par exemple où on rentre très vite dans l'action. Là, on a vraiment le temps de voir son rapport avec sa mère, de voir tous ses défauts en tant que père, en tant que fils, en tant qu'ami et en même temps de s'attacher à lui. Mon petit cœur, je suis désolé. Je voulais t'offrir un repas plus délicieux que celui-là. Ça fait rien. Je suis allée dans un bon restaurant à viande avec maman et son copain. C'est bien, ma chérie. Mais tu sais, je trouve que le tteokbokki, c'est meilleur. Maman me laisserait pas en manger, elle dit que c'est de la malbouffe. Profite alors. C'est le moment. J'ai apporté un joli cadeau d'anniversaire pour toi. Et donc, quand le jeu commence, on a déjà passé quasiment une moitié de film à voir juste sa vie quotidienne. Et donc, les enjeux sont beaucoup plus élevés. Oui, surtout, on comprend sa motivation, en fait. Et on comprend pourquoi il voudrait rentrer dans ce jeu, ou en tout cas, pourquoi, une fois sorti du jeu, il voudrait y retourner, malgré sa décision initiale de surtout pas y participer, quoi. Ouais. Donc, non, c'est vrai que ça fonctionne très bien. Il y a d'autres personnages. Bon, il y a un papy dedans qui, moi... j'ai les papys, moi, c'est les daddies, Marie, c'est les papys. Non, pas de la même façon. Mais moi, si on me met un vieux à l'écran qui a l'air un peu perdu et émouvant, c'est ma kryptonite, quoi. Je pleure immédiatement. Et il y a un personnage comme ça dans la série où il y a d'ailleurs un twist avec ce personnage à un moment. Je préviens, on va spoiler, parce que la série est sortie depuis plusieurs semaines. On va en parler de façon assez approfondie. Et tout le monde sur la planète Terre l'a vu. Enfin, j'imagine que la plupart des gens qui vont écouter ce podcast l'ont vu. Si ça n'est pas le cas, arrêtez-vous là. Parce qu'on va parler assez en détail quand même de la série. Il y a ce personnage de grand-père qui est extrêmement émouvant. 200, 201, 202, 203. Je m'amuse à compter les chiffres. Mon médecin m'a dit que c'était bien de compter les nombres. Ça retarde la démence. Il y a le personnage d'une jeune nord-coréenne, en fait, qui est arrivée en Corée du Sud assez récemment et qui rentre dans le jeu pour pouvoir avoir assez d'argent pour payer le retour de sa mère, enfin, l'arrivée de sa mère en Corée du Sud aussi, qui, elle, est très attachante. En plus, elle est jouée par une top modèle, donc elle est absolument magnifique. Ouais, et tous les acteurs sont vraiment très, très beaux. Ouais, voilà. Il y a plusieurs personnages comme ça, même des personnages secondaires, où il y a un couple, par exemple, qui est rentré ensemble dans l'aventure. Donc, il y a quelque chose d'assez tragique autour de ça. Dans la série aussi, même si on les voit pas beaucoup. Et il y a un personnage que moi j'ai beaucoup aimé, c'est une autre femme qui est une arnaqueuse de profession, quoi, et qui est très exubérante. Est très exubérante et très fun, en fait. On a fait un sacré ménage. On est passé de 107 participants à 80, donc on en a tué 27. C'est ça, chérie? Chérie? Attends, tu rêves éveillé, là. Je sors pas avec les vieilles, moi. Ah ouais? Parce que tu me donnes combien? 49? 39? Fais gaffe, c'est ta dernière chance. 19 ans. Bingo! Il y en a là-dedans, chérie. J'ai trouvé que ça fonctionnait très très bien parce qu'elle met vraiment du piment dans les interactions. C'est ça. C'est l'équivalent coréen de la Marseillaise. C'est pour ça que tu l'as kiffé. Oh non, mais attends, n'insultez pas les Marseillais comme ça. Elle est vraiment folle. Mais c'est vrai qu'elle apporte vraiment quelque chose. Et donc, ces interactions fonctionnent très très bien, je trouve. Et nous font vraiment craindre la suite et nous font nous demander qui va survivre, qui ne va pas survivre. En plus, les challenges sont d'une cruauté et d'un sadisme absolument spectaculaire. Donc ça fonctionne aussi très très bien. Le côté enfantin des jeux, je pense que ça a aussi beaucoup joué dans le succès de la série parce que ça joue sur une peur viscérale pour tout le monde. C'est de pervertir notre enfance en fait et de voir que quelque chose d'aussi innocent que jouer aux billes ou jouer à la marelle ou jouer à 1, 2, 3 soleil peut se transformer en jeu mortel et en jeu sadique en fait où vraiment on doit trahir parfois des personnes dont on est proche pour survivre. Ça a quelque chose d'extrêmement perturbant et je pense que c'est ce côté très perturbant qui a aussi
aussi contribué au succès de la série parce que on a une espèce de voyeurisme un peu dérangeant et dérangé avec ce genre de jeu. Mais voilà, on voit ça et on se dit, mon Dieu, c'est absolument horrible. Et moi, je suis dans le confort de mon canapé et on se dit, au moins, voilà, j'ai pas à subir ce genre de jeu horrible. C'est bon, j'ai peut-être quelques dettes, mais elles sont pas aussi importantes que celles de Squid Game. Il y a aussi tout un commentaire sur le capitalisme qui était quelque chose qu'on retrouvait aussi dans un autre œuvre coréenne qui était Parasite. Il y a vraiment quelque chose sur les rapports justement de classe en Corée et les tensions que ça implique qui est assez intéressant parce que justement ça dresse quand même un portrait de la Corée et des tensions de classe là-bas qui est assez fascinant. En même temps, je pense aussi que parfois, elle pense être plus subtile qu'elle ne l'est, enfin, même si elle n'est pas du tout subtile, mais sur justement son commentaire sur le capitalisme, ça va un peu trop loin, je trouve, sur certains éléments. Mais c'est vrai qu'en même temps, ça fonctionne quand même aussi. Ce commentaire-là, ça a quelque chose d'intéressant. Oui, puis comme tu le dis, c'est vraiment dans l'air du temps. On sent qu'ils ont essayé de capter quand même quelque chose qui se passe en Corée. Et effectivement, c'est pas anodin que ça sorte après Parasite. Et d'ailleurs, la série a eu autant de succès en Corée qu'à l'international. Donc ça prouve aussi qu'ils se sont pas trop mal débrouillés. Voilà, contrairement à, je sais pas, par exemple, Marseille. Bon, je crois que ça a eu du succès nulle part, en fait. Arrête avec Marseille. Pourquoi tu t'en prends à Marseille tout le temps ? Mais c'est une série de Netflix que personne n'a vue. Excuse-moi. Mais je veux dire, les gens en France n'étaient pas en mode oui, Marseille, vraiment, ça a capté quelque chose de la société française. Oui, mais c'est marrant parce que là, j'écoutais un podcast du Monde qui parlait de Squid Game, justement, où il y avait quelqu'un qui est un correspondant qui est en Corée et qui disait qu'il y avait pas mal de critiques aussi sur la série, sur l'image que ça donne de la Corée à l'étranger. Oui. Ce qui m'a un peu choqué, et ce qui a choqué d'ailleurs d'autres personnes avec le retentissement assez incroyable de Squid Game, c'est que ça a dépassé juste le succès Netflix. Un peu comme le jeu de la dame a fait que plein de gens se sont mis aux échecs pendant au moins 15 minutes avant de réaliser qu'ils ne comprenaient rien aux échecs. Squid Game s'est transformé en vrai phénomène, même consumériste, ce qui est un peu perturbant pour une série qui se veut anti-capitaliste. On a eu des pop-up stores à Paris qui rendaient hommage à l'univers de la série avec des gens qui se battaient devant pour aller acheter des produits dérivés de la série. On a des gens qui veulent acheter des déguisements pour Halloween qui sont en fait les tenues que portent les joueurs dans le jeu quand ils sont en train de se massacrer. Il y a eu une explosion des ventes de chaussures qui sont en fait des Vans, des chaussures qui sont aussi portées par les joueurs dans la série. J'ai vu des entreprises apparemment qui font des espèces de jeux de cohésion d'entreprise basés sur Squid Game. La mauvaise idée. En fait, ça m'a rappelé La Servante écarlate, enfin The Handmaid's Tale, où il y avait aussi des gens qui achetaient les costumes des Servantes écarlates pour se déguiser. Et c'est un peu perturbant quand on sait que c'est les tenues de personnes qui sont violées à répétition. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette espèce de récupération ou en tout cas d'explosion qui dépasse un peu l'univers de la série pour une série dont le propos est quand même... Enfin, on n'imagine pas trop se transformer en objet... c'est pas comme la robe de Cendrillon qu'on achète à Disneyland, quoi. Ouais, mais ça me surprend pas du tout. C'est un univers hyper pop. Le truc pour les costumes d'Halloween, ça me choque pas, honnêtement. Je sais qu'il y a des gens qui vont être choqués par ça. Ça me choque pas parce que le principe d'Halloween, c'est que normalement, tu te déguises dans des trucs effrayants ou qui font peur. Donc, reprendre des codes d'une série qui se veut, en tout cas en partie, horrifique, je trouve pas que ce soit un problème. L'explosion des Vans ou des choses comme ça, c'est le genre de phénomène auquel on peut s'attendre quand une série prend une ampleur pareille. Moi, ce qui me dérange plus, c'est en fait quand Netflix surfe sur cette vague et monétise, ce qui est bon. Bien sûr, c'est normal, c'est leur plus grosse série de tous les temps apparemment. Je comprends qu'ils veulent monétiser ça, mais en même temps, il y a quelque chose de dérangeant pour le coup dans le fait de vendre des produits dérivés là-dessus. C'est un peu de mauvais goût. Voilà. Dans le fait que ça ait décollé comme ça et que des gens veuillent l'acheter, ça m'étonne pas du tout. Mais enfin bon, je le ferai pas. C'est un phénomène naturel. Dans le fait que, par contre, Netflix veuille en profiter, en tirer profit, même si ça coule de source pour une entreprise capitaliste, c'est ça l'ironie en fait. C'est-à-dire que, enfin, la plateforme la plus omniprésente, la plus capitaliste dans son approche quand même de la création culturelle, nous vend une œuvre pseudo-anticapitaliste. Forcément, il va y avoir des incohérences au niveau du plan marketing ou de choses comme ça. Et oui, quand on vend des produits dérivés sur ce genre d'histoire, c'est de très mauvais goût. Et d'ailleurs, c'est lié à la critique que je ferai aussi à la série, c'est que en fait, la manière dont elle est construite fait que, évidemment, comme tu le dis, il va y avoir des produits dérivés parce que c'est un univers très pop où c'est du rose et du vert et du bleu et des couleurs qui sont assez agréables à l'œil. Il y a de la musique classique qui est jouée pendant les jeux.
Il y a un univers vraiment qui est créé, qui est totalement déconnecté et volontairement de la violence qui est dépeinte à l'écran. Il y a vraiment une espèce de gouffre entre les images et la musique qui sont très plaisantes et l'horreur de ce qu'on est en train de voir. Et c'est ça qui a aussi contribué, je pense, au succès de la série. On le comprend, c'est-à-dire que c'est un peu comme Hunger Games, c'est-à-dire qu'on en prend plein les yeux visuellement et en même temps, l'horreur de ce qu'on voit à l'écran est vraiment effrayante. Mais pour moi, ça crée une distance peut-être un peu trop grande entre ce qu'on est en train de voir justement et ce que la série essaye de raconter. Et ça m'étonne pas que derrière, des gens veuillent acheter les chaussures qui vont avec, mais ça prouve aussi qu'en fait, ça freine un petit peu la violence du message, en fait. Pour moi, le plus gros problème, c'est justement ça, c'est que ça essaie de faire quelque chose, un commentaire sur le capitalisme, mais en fait, quand on découvre qui est derrière le jeu en lui-même, oh là là, ça part complètement, dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, la série qui pourrait justement avoir un commentaire un peu intéressant et subtil sur ce décalage entre le côté pop et l'horreur qui se passe sous nos yeux, c'est intéressant comme décalage, mais en même temps, la série en elle-même n'est pas assez intelligente dans la façon dont c'est écrit pour l'exploiter, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, on se retrouve après. Alors, il y a un épisode vers la fin de la saison où on découvre qui est derrière, parce que pendant longtemps, on voit juste des gens masqués. Et là, en fait, on a un peu les actionnaires du jeu qui viennent profiter d'une des épreuves. Et là, on voit arriver en fait 4 ou 5 vieux libidineux américains. Il y a peut-être 1 ou 2 Coréens dedans, mais la plupart, c'est des espèces d'Américains un peu quinquas, avec gras du bide, qui... c'est le cliché qu'on se fait des Américains à l'étranger, en dehors des États-Unis. Ouais, voilà. Avec l'accent du Sud, voilà. Un peu, qui sont débiles, qui sont dégoûtants. Qui sont habillés de façon hyper bling-bling et qui vraiment dégoulinent de vulgarité et d'argent et de tout ce qu'il y a de plus moche et de plus vil. I believe the next game will exceed your expectations. Well, that's why we came all this way. Nothing beats seeing it with your own eyes. No! No, don't do it, you asshole! Fucking loser! What are you so worked up about? I put a lot of money on that dickhead to win. How much did you bet? $1 million! Oh. What convinced you to bet so much on number 69? Oh, it's such a beautiful number! 69! Oh, you dirty dog. C'est eux, en fait, les organisateurs de ça. Et du coup, ils sont en train de se repaître de ce spectacle, un peu comme des espèces de Romains dans le Colisée, tu vois. Et ils ont des masques dorés, et ils mangent, et ils font « incroyable !» C'est hyper caricatural. Pour moi, il n'y a aucune finesse là-dedans, justement, parce que tu as vraiment l'impression... c'est vraiment genre, il y a les riches méchants qui viennent se repaître du spectacle des pauvres qui s'entretuent, quoi. Et en fait, je vois ce qu'ils veulent faire, mais c'est peut-être aussi parce que c'est les parties de la série où je comprends la langue. Et donc, il y a plus cette distance aussi que offre parfois, quand on regarde dans une langue qu'on ne connaît pas, où il y a des sous-titres, tu te rends pas compte parfois que une personne ne joue pas très bien la comédie. Par exemple, les Américains qui ont regardé Inglourious Basterds se sont pas rendus compte que beaucoup des acteurs français dedans ne savent pas jouer. Vraiment, quand tu vois les Américains qui jouent, c'est hyper cringe, quoi. C'est vraiment des scènes qui, moi, ça m'a complètement sorti du truc et je me suis dit, oh là là, ça tombe dans une caricature où du coup, ça ternit vraiment tout ce qu'il y a avant qui pourrait être intéressant, où on se rend compte que la réflexion va pas très loin. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu beaucoup de retours après le succès de la série de la part de personnes qui parlent la langue ou qui viennent de Corée du Sud et qui disaient que le travail de sous-titres avait été mauvais et que toute la finesse de l'écriture de la série n'avait pas été bien retranscrite et que donc les gens qui ne parlaient pas coréen ne pouvaient pas comprendre en fait vraiment l'œuvre parce que ça avait été un peu trahi par le doublage ou le sous-titrage de Netflix. Moi, j'avais lu ça et après, quand j'ai vu toutes les scènes qui se passent en anglais, je me suis dit, alors là, pour le coup, c'est vraiment parmi les scènes les plus mal écrites que j'ai vues de ma vie. Donc, peut-être qu'ils ne savaient pas écrire des scènes en anglais et que pour le coup, c'est très fin dans leur langue. Mais en tout cas, là, je me suis posé la question quand même parce qu'il y avait tellement peu de finesse, comme tu le dis. C'était vraiment un enchaînement de clichés dans les répliques que je me suis dit, je sais pas si vraiment il y a eu une telle trahison dans les sous-titres. Enfin, que moi, j'ai trouvé bien. Enfin, en tout cas, je me suis pas dit que... Au contraire, je trouve ça bien écrit dans le sens où il y avait peut-être pas, je pense qu'il y a plein de pointes d'humour ou des choses comme ça qui nous ont échappé, mais en même temps, sur la construction des personnages, leur caractérisation, je trouvais que c'était très bien fait. Pour moi, le problème de la série, c'est dès qu'on passe de l'autre côté, qu'on n'est plus avec les candidats,
Il y a tout un personnage aussi de policier qui s'infiltre dans le jeu. Au début, j'étais curieuse et au bout d'un moment, cette intrigue m'a complètement lassée. Ouais, ça tourne un peu en rond. Ouais, finissons-en, quoi. Et puis, ils essaient de faire un espèce de truc à la fin où, en fait, il connaît l'organisateur. Enfin bon, c'est son frère ou je sais pas quoi. Pour moi, ça n'a pas eu la portée émotionnelle ou même le suspense que je pense qu'ils voulaient que ça ait. Ça fonctionne pas très, très bien. Et à la fin, il y a un twist qui, moi, m'a brisé le cœur. Non, mais qui m'a pas forcément plu, qui est aussi du côté, encore une fois, de qui sont les méchants, qui sont les organisateurs, où on se rend compte, en fait, que le vieux papy, qui était trop mignon, et qui meurt dans l'épisode 6, où on pense qu'il meurt, en fait, c'est le fondateur de ce jeu. Et c'est le personnage principal qui s'en rend compte. Je sais pas, tu trouves que ça fonctionne, toi, ce twist ? Non, pas du tout, mais de toute façon, c'est très compliqué d'expliquer en fait un mystère dans une série ou dans un film parce que on peut projeter tellement de choses quand on ne connaît pas la réponse que ce qu'on imagine va sans doute être mieux que ce que la série va finir par nous donner. Et il y a une série comme Westworld, par exemple, on avait fait les frais aussi. Quand on essaye de trop expliquer, ça fonctionne pas. Ou Gossip Girl, hein, de façon... Ouais, exactement, c'est ça. Prosaïque, mais oui, c'est... Non, c'est ça. Et là, effectivement, il y a un discours qui est même pas en plus vraiment anticapitaliste, mais en gros, ce qu'il nous explique, c'est que lui, il est tellement riche que, enfin, en fait, l'argent n'a plus aucun intérêt. Moi, j'ai beaucoup trop d'argent. Et quoi que tu puisses acheter, manger ou boire, tout te paraît ennuyeux à la fin. Mes clients eux-mêmes ont commencé à me dire la même chose. Nous nous sommes tous réunis pour débattre sur le sujet et trouver ce qu'on allait pouvoir faire pour s'amuser à nouveau. Vous nous avez mis dans ce jeu pour vous amuser. Plus rien n'a de saveur quand on atteint ce niveau de richesse et que donc la seule chose qui peut être un peu divertissante, c'est de regarder des gens s'entretuer et de distribuer de l'argent peut-être à quelqu'un qui en aurait besoin. Mais je trouve que ça fonctionne pas très bien. C'est quand même capillotracté, ça fait juste... petit twist un peu nécessaire pour, je sais pas, redonner un peu d'action dans la dernière partie. Mais personnellement, ça m'a pas autant intéressé que juste, effectivement, les connexions entre les personnages et les enjeux émotionnels pour les joueurs de ce jeu. Honnêtement, je pense qu'ils auraient même pu se passer d'explorer qui est derrière ça, en fait, et de préserver le mystère, soit pour une saison prochaine en le creusant vraiment de façon un peu plus fine et approfondie, ou soit en laissant le mystère intact, parce que c'est intéressant. Parfois, moi, j'aime bien qu'on résolve pas tous les mystères. C'est-à-dire qu'il y avait le podcast... Ouais, tu vas adorer Twin Peaks. Il y avait le podcast Serial, là, où tout le monde était frustré à la fin. C'était un podcast hyper populaire aux États-Unis de True Crime, où tout le monde était frustré parce qu'on sait pas qui a tué au final, on sait pas s'il a fait ou pas. Et moi, j'étais contente parce que ça reflète aussi une frustration qui existe dans la réalité. Et là, j'aurais largement préféré qu'on se concentre justement sur les interactions entre les candidats, comme la série le fait très bien, sur les dynamiques, sur ce qui les motive. Et toutes ces interactions-là sont hyper émouvantes, bien faites et tout ça. Et c'est dès qu'on passe de l'autre côté où c'est vraiment, vraiment pas bon, quoi. Et je trouve ça vraiment dommage. Je pense qu'il y a vraiment juste un petit fossé entre les intentions de la série et l'aspect quand même commercial de la série qu'elle a sans doute été obligée aussi de mettre en avant, mais c'est pareil avec la fin, la toute dernière scène en fait de la saison. Oui, c'est pour lancer une deuxième saison. Voilà, qui met en place une saison 2, mais qui pour le coup narrativement ne fonctionne pas du tout avec tout ce qu'on vient de regarder. Et ça, c'est le problème de plein de séries qui ont fait ça, où en fait à la fin il faut continuer l'intrigue et donc il faut retourner faire le truc que le héros a détesté faire pendant toute la saison. On l'a déjà vu plein de fois. Pour le coup, je trouve que narrativement, ça ne fonctionne pas avec ce personnage-là. Donc, je serais curieuse de voir ce qu'ils vont faire dans la saison 2, mais je suis pas sûre que ça fonctionne. Alors que lui, son évolution était hyper intéressante. Ouais. Je trouvais que son arc était très bien fait, mais bon. Ce qui est assez intéressant avec Squid Game et ce succès incroyable, c'est que c'est une série sud-coréenne. Or, les autres exemples qu'on a pris, comme Unbelievable ou Le Jeu de la Dame, c'était des séries anglo-saxonnes. Et là, c'est assez fou de voir qu'encore une fois, Netflix a vraiment réussi à s'imposer dans le domaine des séries internationales, alors qu'avant, on était quand même beaucoup plus monomaniaque sur le genre de séries qu'on regardait. Je pense qu'il y a une internationalisation de toute façon de la pop culture qui n'est pas juste le fait de Netflix, parce qu'au niveau sud-coréen, on a quand même tout ce qui est la K-pop. Surtout, je pense que c'est pas notre génération à nous. Ouais. Maintenant, on parle comme ça, on est vraiment des vieilles, mais je pense que les ados d'aujourd'hui ou les très jeunes adultes baignent beaucoup plus dans la culture sud-coréenne. Nous, c'était vraiment quelque chose de complètement étranger et distant, quoi. Alors que là, c'est vraiment beaucoup plus présent à travers les films, même le fait que Parasite...
qu'il a eu l'Oscar du meilleur film, qu'il a eu la Palme. Il y a une exportation de la culture sud-coréenne, quand même au niveau international, qui est très, très présente ces dernières années. Donc je pense que ça s'inscrit vraiment là-dedans. Et c'est vrai qu'aussi, au niveau de Netflix, ils sont très malins, on en a déjà parlé dans le podcast, pour utiliser les talents locaux dans beaucoup de pays pour se diversifier et proposer une offre bien plus variée que d'autres plateformes. On l'a vu avec Lupin, c'est aussi ça. On l'a vu avec La Casa de Papel, avec Élité, où ils prennent vraiment des productions locales. En plus, ils doublent, mais ils misent quand même sur des productions en langue étrangère pour les Américains. C'est assez nouveau. Et ça fonctionne très très bien. Ouais, on l'a vu avec Dark aussi en Allemagne. Oui. Et c'est vrai que le fait qu'ils aient décidé assez tôt, quand ils ont commencé à produire des séries eux-mêmes, d'aussi implanter des bureaux dans plusieurs pays et de faire un petit peu des tests où en fait, il me semble que Squid Game, c'est la première production Netflix en Corée du Sud, mais il y avait déjà des programmes sud-coréens disponibles sur Netflix. Ah, il y en a plein. Et Netflix a sans doute vu qu'il y avait un énorme marché là-dedans et c'est sans doute ça qui a motivé la production de Squid Game et c'est un pari gagnant. Je pense que ce qui est intéressant aussi avec Squid Game, c'est qu'ils ont réussi à faire une œuvre qui est sud-coréenne et qui a quand même des marqueurs vraiment sud-coréens. T'en as parlé avec les jeux, avec certains marqueurs sociétaux, etc. Mais en même temps, cet univers très coloré, très neutre, en fait, dans lequel le jeu se produit, permet aussi l'exportation à l'international parce que c'est quelque chose qui va parler à tout le monde. C'est-à-dire qu'on a la première demi-heure qui est dans la vie et la société sud-coréenne normale, mais après, on est dans cet univers très simplifié en termes de code visuel qui permet sans doute à plein de gens de s'identifier en dehors de la Corée. Et c'était par exemple avec 3%, on l'avait vu aussi, une série brésilienne qui était une dystopie. En fait, je pense que ce genre de série et ce genre d'univers dystopique, horrifique, permettent à ces séries-là de mieux s'exporter parce que c'est des codes qu'on reconnaît partout dans le monde. Le talent de Netflix, c'est vraiment de créer l'agenda, c'est-à-dire qu'il trouve ce qui va marcher, il lance une série et ça devient le phénomène dont tout le monde parle. Après, moi, je me pose vraiment la question de, pour toutes ces séries comme Bridgerton, Le Jeu de la Dame ou Squid Game, est-ce que c'est des séries qui resteront dans l'histoire de la télévision ? Moi, j'ai beaucoup aimé Le Jeu de la Dame, par exemple, mais pour moi, souvent, c'est des séries qui sont des super binges et qui sont assez qualitatives, mais que j'aurais totalement oublié dans 2 ans. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, probablement. C'est vrai qu'au niveau de ces phénomènes un peu viraux, je pense même pas que ce soit l'objectif de Netflix, en fait, de créer un espèce de catalogue qui dure et qui rentre dans l'histoire de la télé, quoi. Enfin, avec ces séries-là, très clairement, pour moi, c'est pas le cas. Ouais, c'est ça. En fait, c'est des succès qui sont momentanés, qui accaparent toute l'attention médiatique, mais qui s'essouffle très vite. Et pour moi, effectivement, c'était un bon binge, mais honnêtement, que ce soit pour ça ou d'autres séries qui ont eu un peu le même genre de succès sur Netflix, que je les ai vues ou pas, au final, n'a pas changé grand-chose à ma vie. Et effectivement, c'est peut-être, ça fait partie de leur stratégie aussi. Mais là, pour le coup, on est dans quelque chose de très consumériste. C'est-à-dire que c'est un peu le fast-food aussi de la série. Beaucoup de séries sont comme ça aujourd'hui, quoi. Et justement, à propos de séries qui ont changé ma vie, Amir revient pour une saison 2 le 12 novembre, dans 2 semaines. Et on va parler, Marie, de Twin Peaks, que tu n'as jamais vu. Pas encore. T'as peur ? Oui, très peur. Et d'ailleurs, on vous mettra le premier épisode de cette nouvelle saison d'Ami dans le flux de PIC TV. Donc, si vous avez envie de faire un petit test avant de vous abonner à Ami, voilà, vous pouvez écouter ce premier épisode et nous dire ce que vous en pensez. C'était PIC TV, merci Marie. Merci Anaïs. Et merci les Pikis pour votre écoute et vos retours enthousiastes. PIC TV, c'est pas fini, ça revient dans quelques semaines dans un épisode qui parlera de Succession. Donc soyez patients. En attendant, vous pouvez retrouver tous les épisodes de PIC TV sur Slate Audio ou sur votre appli de podcast préférée. Et on se retrouve dans 2 semaines avec Ami. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. Bah oui, ça fait toujours plaisir. Salut. Salut.